Donc, je vais vous présenter un peu les résultats de ce rapport préliminaire à la dette. Je mettrai toute une équipe, notamment Michel, qui est assis à côté de moi, qui, sous la coordination de Éric Toussaint, ont travaillé sur ce rapport préliminaire. J'y ajouterai également quelques éléments d'actualisation par rapport à des choses qui se sont passées depuis ce rapport préliminaire. Donc on peut passer au slide suivant. Bon, la dette, puisque j'ouvre la discussion sur la dette, elle existe dans plusieurs formes. Elle existe dans tous les pays. Si on regarde l'ensemble des dettes, d'ailleurs, on remarque que la dette grecque est importante, mais elle est comparable à celle de l'Allemagne. Si on regarde dette publique, plus dette privée, plus dette des banques. Enfin, elle l'était en 2012. Donc, la dette, oui, c'est quelque chose qui existe. Parfois même, quelque chose qui a souvent été très encouragé. Passons au slide suivant. Ce qui est arrivé au cours des dernières années, c'est que, à travers différents accords passés au niveau européen, mais aussi au niveau international, on a focalisé sur la dette publique. Les autres dettes, c'est bien, la dette publique, c'est mal. Donc, on a fixé que, en tirant un chiffre par le chapeau, que la dette publique doit être à 60%. Et que tous les pays doivent faire des efforts pour atteindre cet objectif de 60% de dette, qui serait le chiffre miracle, le chiffre d'or à atteindre. Au nom de cela, effectivement, on dit aux pays qui dépassent ce chiffre-là, vous êtes au-delà, donc il faut prendre des mesures. Et quelles mesures il faut prendre? On a l'arsenal des mesures d'austérité que l'on arrive à imposer à travers cette loi. Donc ça, c'est le problème fondamental. Simplement, petite discussion, en ouverture, le chiffre de 60%, quand on a commencé à en parler, le seul pays qui, dans l'eurozone, qui le respectait, c'était l'Espagne. On ne peut pas dire que c'est celui qui s'en est tiré le mieux depuis cette époque, alors que l'ensemble des autres pays ne le respectaient pas. Donc, et aujourd'hui, on est bien au-delà. Et l'idée de revenir de force à 60% n'est qu'un instrument pour imposer les politiques d'austérité. À cela, il faut ajouter aussi un élément de fond que cette dette, et on le verra, je pense, à travers tous les exposés qui viendront, est en très grande partie créée, en tout cas dans l'eurozone, par ce dispositif qui a été imaginé en Europe au moment où on a adopté l'euro, que les États n'ont pas le droit d'emprunter directement à la Banque centrale à un taux quasiment nul, ils doivent passer par le système bancaire, et la dette accumulée est en grande partie une dette qui vient des intérêts accumulés que s'est empoché le système bancaire grâce à cette disposition. Passons au suivant. D'ailleurs, et là c'est un travail de Michel, dans l'analyse que nous avons faite de la dette grecque, on voit très clairement que cette dette s'explique par ce que l'on appelle l'effet snowball, boule de neige. C'est l'accumulation d'intérêts qui explique à peu près 80% de la dette que l'on avait à la fin de cette période, qui était 2008. 80% de la dette vient du fait que l'on avait à payer des intérêts qui s'accumulaient sur la dette des années précédentes. Il n'y a qu'une petite partie qui provient de déficit généré par les dépenses publiques. Elle est en fin de période de l'ordre de 25% du PIB. Passons au slide suivant. Alors, ce qui est parmi les causes de la dette, on a cette cause-là. Après, on a regardé dans la commission, est-ce qu'il est vrai que la Grèce dépensait trop et que par conséquent, il
il fallait qu'elle arrête de dépenser trop, et que le problème était donc de diminuer les dépenses extravagantes. Non, la Grèce, ce que l'on a vu, c'est que la Grèce dépensait mal. Elle dépensait pas trop, elle dépensait mal. Le seul poste où on peut émettre des critiques, et des critiques importantes, c'était qu'elle dépensait bien au-dessus de la moyenne des autres pays de l'eurozone en ce qui concerne les dépenses militaires, 2 fois plus. Et si on enlève, si au lieu de calcul, on a refait le calcul en disant si la Grèce avait dépensé autant que les autres pays de l'eurozone, où est-ce qu'elle en serait en termes de dépenses? Eh bien, à travers la courbe que vous avez à gauche, on voit que la Grèce, constamment, pendant toute la période antérieure à la crise, dépensait moins que la moyenne européenne. Donc, le problème de la Grèce était tout au plus le problème des dépenses militaires, certainement pas celui des dépenses sociales, et deuxièmement, par contre, on a, et ça c'est absolument vrai, un déficit du côté des rentrées fiscales, de la collecte des impôts et de la collecte des cotisations patronales qui, elle, explique un très grand creux qui, lui, a généré une partie importante de la dette. Donc, à travers ces deux graphiques, on voit ces deux graphiques et ceux qui a précédé sur les intérêts bancaires, on a les 3 causes fondamentales qui ont généré la dette grecque. Mais à cela, cela n'était pas suffisant pour qu'on soit tout d'un coup dans une situation très difficile en Grèce. Il a fallu la crise de 2007. La crise grecque est une conséquence de la crise de 2007, qui a eu plusieurs effets sur la Grèce. Naturellement, une baisse de la croissance qui s'est traduite dans les chiffres publics par un déficit accru, puisque les dépenses continuaient à augmenter, alors que les recettes, elles, diminuaient beaucoup. Mais malgré cela, on était dans une situation qu'on aurait pu gérer autrement. Mais il y avait un problème fondamental, c'est que pendant ces 10 premières années de participation de la Grèce à l'euro, les banques européennes, et principalement les banques françaises et les banques allemandes, ont découvert un nouveau marché. Un nouveau marché où, bon, ça c'est les chiffres que j'avais mis tout à fait au début, l'endettement des ménages était très faible. Donc, ils sont arrivés, ils ont proposé des prêts à tout le monde, à très bon marché. Je recevais 5 coups de fil par jour pour prendre des prêts. Heureusement, je ne l'ai pas pris. Ces banques-là ont fait du forcing pour placer des prêts parce que les taux d'intérêt étaient plus intéressants en Grèce, ils pouvaient en demander plus que dans d'autres pays. Et quand il y a eu un retournement de situation, ils se sont trouvés avec des prêts qu'ils avaient donnés à des personnes qui ne pouvaient plus rembourser. C'est ce qu'on appelle en grec les prêts rouges. En fait, c'est des... voilà. Donc, c'est avec des actifs nocifs. Et face à cela, les banques françaises, grecques et allemandes étaient les plus exposées. Il fallait sauver le système bancaire. Et il y avait une manière de le faire, était effectivement de conduire les choses de telle manière à ce que ça soit l'État grec qui vienne renflouer ces banques-là. Les renflouer de quelle manière? D'une part, en payant intégralement ses obligations, alors qu'au début de la crise, on aurait dû faire un réajustement de la dette publique, c'était possible parce qu'elle était en droit grec, on aurait pu demander une réduction de 10%, et les sauver en deuxième phase, en faisant on réinjectait dans les banques de l'argent pour qu'elles puissent couvrir les risques qu'elles avaient pris.
Naturellement, la Grèce n'était pas en position de le faire, donc il fallait lui prêter de l'argent pour qu'elle le fasse. Donc ça a été le scénario, on a privilégié le scénario d'une consolidation de la dette publique. On avance. Et on l'a fait parce que, notamment, il y a eu une spéculation très importante qui s'est faite à ce moment-là contre la dette grecque, avec ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire l'évolution des taux d'intérêt et les swaps, et les assurances sur la dette grecque qui se sont envolées. Donc la Grèce ne pouvait plus emprunter sur les marchés parce que le taux d'intérêt était monté à 6, 7, 8%, voire 15 à la fin. Et il a fallu que la Grèce négocie avec les États européens des prêts à un taux inférieur à 5%. On passe au suivant. Alors, il est vrai qu'il y avait la situation des comptes grecs suite à la crise de 2007, mais on parle aussi depuis l'entrée dans l'euro, avait deux points qui posaient problème. La balance des biens et services, qui était très largement déficitaire. En 2012, nous étions arrivés en 2009, on était arrivé à moins 15% du PIB en balance des biens et services. Je vous signale qu'aujourd'hui on est à 0, enfin on a même plus 1, ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens. Donc ça s'est redressé, mais c'était effectivement une situation assez dramatique. Il fallait faire, on ne peut pas dire qu'il ne fallait rien faire, il était nécessaire de faire quelque chose, mais peut-être pas, certainement pas ce qu'on a fait. Et le deuxième élément est une confirmation de ce que je vous disais avant sur le système bancaire. Donc on passe à la suivante. Donc, il y avait de vrais problèmes à résoudre, donc un déficit de l'État énorme, qui était lui aussi de 16% du PIB, des recettes de l'État trop faibles, des importations excessives et des exportations trop faibles, c'est la balance des paiements des biens et services dont je parlais tout à l'heure, et des faiblesses qui sont, elles, plus structurelles, c'est-à-dire on a peu d'industrie en Grèce, on a un fort secteur du tourisme, commerce et transport, qui, eux, sont soumis à des aléas. Mais autour de ça, on a construit un tas de mythes qui, justement, dans le travail de la commission, on a essayé de démonter, enfin d'analyser, et puis ensuite voir quels ne tenaient pas. Vous les connaissez, les cigales qui travaillent trop peu, qui sont trop payés, un État qui dépense trop, des gens qui dépensent plus qu'ils ne gagnent, et finalement tout cela est faux. Hein. Par contre, il y a des vrais problèmes et des vrais handicaps ou défauts que l'on a passé complètement, ignorés. Et notamment des dépenses d'armement excessives. Et après, d'autres problèmes qui sont... c'est parce qu'il y a un fort taux d'auto-employés et de petites structures qui a une fraude fiscale importante. Ça, c'est une partie. Et il y a aussi parce qu'il y a des grands lobbies d'oligarques. Et les coûts de la bureaucratie, corruption et éloignement géographique qui posent problème. Donc, ça, c'est les vraies questions. Ça, c'est des questions qui, depuis que le gouvernement Syriza s'en mise en avant, mais qui ne faisaient pas partie du remède élaboré. On passe au suivant. Simplement pour vous donner le point pour insister sur les dépenses militaires, j'ai poussé un peu plus loin les analyses qui ont été faites. J'ai analysé un peu l'excès de dépenses militaires grecques. Quand on parle d'excès de dépenses militaires, on regarde quel est le niveau en pourcentage du PIB dépensé dans la moyenne des pays européens, quel est le niveau en pourcentage du PIB dépensé en Grèce. Et on compare les deux chiffres. Donc ça nous donne l'excès, c'est la différence entre les deux taux. Si on applique ce taux sur le produit intérieur brut, on trouve le montant. Et donc le montant calculé en chiffres de 2010 montre que la Grèce a dépensé 80 milliards
ce qui représente quand même à peu près un tiers de sa dette, en dépenses militaires excessives pour assurer les frontières de l'Union européenne. Et en termes d'armement aussi, principalement acheté aux Français et aux Allemands et aux Néerlandais, elle a dépensé 60 milliards. On passe au suivant. Bon, on connaît comment tout cela est connu, à quoi ça a servi l'argent. Il a servi uniquement à consolider la dette et à sauver les banques. On passe. Naturellement, une partie du traitement était nécessaire, celle qui consistait à faire baisser les déficits publics, mais on y est. On passe au suivant. Le traitement, on sait quelles conséquences dramatiques il a eu en termes de chômage et en termes de destruction de l'économie, de l'ordre de 25%. Et on est, à la fin de ce parcours de 5 ans, quand on a commencé les affaires de 2015, dans une situation avec une dette qui, même dans les rapports qui sont faits par la Commission européenne, est insoutenable, encore plus par les rapports faits par le FMI. Il y a une dette de 30% insoutenable. Donc, je n'ai plus de temps pour vous exposer le reste de mes slides. On passe donc en conclusion. En conclusion, le deal qu'il faudrait avoir et qu'il n'est pas exclu qu'on se batte encore pour avoir, en Grèce, mais aussi avec les autres pays européens, c'est une réduction de la dette grecque. Elle est absolument indispensable. À 200%, ce n'est pas valable. Compte tenu que les dépenses militaires que je vous ai exposées sont des dépenses qui ont été engagées en faveur de frontières extrêmement sensibles que l'on connaît avec les affaires d'immigration actuelles, pour le compte de l'Union européenne, il est tout à fait normal que ce soit un argument que le gouvernement grec utilisera pour demander une reprise de la dette de l'ordre de 30%. Par ailleurs, il y a à regarder un peu plus également ce que les banques européennes, ce dont elles ont bénéficié, et faire payer aux pays dont elles proviennent une partie de la dette qu'elles ont générée pour la Grèce. Et après, bon, il y a les mesures que je préconise là, c'est-à-dire que un moratoire, pour obtenir cela, il faudra probablement faire un moratoire sur la dette, renégocier la dette. On a besoin d'investissements pour l'économie, et ces investissements ne pourront avoir lieu que si cette histoire de la dette est réglée. L'austérité, ce n'est plus la peine, par contre, des actions pour combattre la fraude fiscale, des pressions pour combattre la corruption et la bureaucratie, et une valorisation honnête des ressources de l'État, ça c'est des pressions qui, si elles venaient de l'Union européenne, elles seraient tout à fait recevables et constitueraient la base d'un bon accord qui n'est pas celui qui a été signé au mois d'août dernier. Merci beaucoup, Thomas.